Et on en parlait tout à l'heure, le lait d'amande était utilisé au Moyen-Âge en période de carême, déjà en alternative au lait animal. Vous écoutez Révolutions alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition et présenté par Louise et Mathieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit que je chéris, l'amande, car j'adore me beurrer la tartine avec de la purée d'amande complète bio. J'aime me beurrer la biscotte. C'est le printemps et l'amandier fait partie des premiers arbres à fleurir et à annoncer la renaissance. Je vais citer pour commencer les aliments bénéfiques, 50 trésors de la nature pour notre santé. C'est un livre écrit par Quentin et Charlotte, qui sont aussi les fondateurs de Darwin Nutrition. Pourquoi du jour au lendemain, tous les gens du bureau ont remplacé les paquets de gâteaux par des sachets d'amandes? Parce que c'est une collation parfaite. Elle est douce, nourrissante, limite le grignotage et possède de nombreux bienfaits. L'amandier serait originaire du Proche et Moyen-Orient. Durant le Moyen-Âge, nous l'avons oublié, mais elle a tenu une place importante dans nos repas. Ce n'est qu'au XVIe siècle que la France s'est sérieusement mise à cultiver l'amandier dans le sud du pays. Aujourd'hui, la Californie est le plus gros producteur mondial, mais les amandes bio viennent majoritairement de Sicile et d'Espagne. Comme tous ses cousins les fruits à coque, elle contient de nombreux nutriments, des acides gras insaturés, des protéines, des vitamines et des minéraux. De mon côté, j'en mets dans les gâteaux, dans les smoothies, sur les tartines donc, et dans les yaourts. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. J'en glisse des poignées dans les mélanges apéritifs, pour le goûter des enfants, et sur les tartes sucrées comme salées. Et pour vous expliquer pourquoi manger des amandes est une excellente idée, j'ai la grande joie d'accueillir Patricia Colino, directrice R&D et qualité chez La Mandorle. La Mandorle n'est pas seulement un motif puissant en géométrie sacrée, c'est aussi une entreprise familiale française, spécialiste du lait d'amande et créée en 1989. Quant à Patricia Colino, elle est à la fois nutritionniste et naturopathe. Bonjour Patricia. Bonjour Louise. Quel est ton parcours en quelques mots? Comment tu t'es intéressée en particulier à la nutrition? Alors moi au départ j'ai vraiment un parcours, une formation scientifique universitaire avec une licence de chimie et il y a plus de 20 ans j'ai orienté mon parcours vers les médecines naturelles. Je me suis spécialisée en diététique et en herboristerie. Je suis aujourd'hui naturopathe, diététicienne diplômée d'État et j'ai validé il y a quelques années un master nutrition santé en VAE. Mon intérêt pour la nutrition est venu assez tôt. À l'âge de 17 ans, j'ai eu des petits problèmes de santé qui m'ont amené à m'interroger sur ma façon de m'alimenter. Et naturellement, instinctivement plutôt, j'ai éliminé certaines catégories d'aliments et j'ai ressenti un vrai mieux-être. Et du coup, j'ai vraiment découvert que mon alimentation avait un impact sur ma santé. Du coup, pour moi, c'est un peu évident de choisir ce parcours au niveau professionnel aussi. Et j'ai la chance de travailler depuis 18 ans, en effet, pour La Mandorle, qui est dans Dandac Nutrition Végétale. Est-ce que tu pourrais nous décrire les bienfaits nutritionnels de l'amande? L'amande est très intéressante au niveau nutritionnel. De nombreuses études démontrent son intérêt dans la prévention de nombreuses pathologies. On la nomme dans la prévention des problèmes cardiovasculaires grâce à la qualité de ses acides gras. Elle est citée dans des études dans la prévention des problèmes, dans le déclin cognitif grâce à ses antioxydants ou encore dans la prévention des cancers colorectaux grâce à ses fibres. Elle est parmi les fruits secs qui contiennent le plus aussi de protéines, donc très intéressante dans un régime végétalien. Et sa richesse en minéraux, notamment en magnésium pour l'équilibre nerveux et aussi une de ses spécificités, mais aussi en calcium, phosphore qui sont essentiels pour l'amélioration osseuse. Génial. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ses origines? Je disais en introduction que les monocultures de Californie pour l'amande conventionnelle. Il y a aussi il me semble que beaucoup d'amandes bio viennent d'Espagne et de Sicile aujourd'hui, mais je peux me tromper. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi de plus en plus de filières françaises qui se développent. Oui, alors déjà pour les origines, l'amande en effet, comme on le disait, est une utilisation très ancienne. On retrouve dans des fouilles archéologiques un usage alimentaire il y a plus de 700 000 ans. Mais les premières cultures ont vraiment commencé il y a 2000-3000 ans en Grèce et en Chine. Et ensuite, elle s'est éparpillée en effet dans le bassin méditerranéen, ensuite en Californie. Elle est arrivée en France au 5e siècle, mais elle a été vraiment, son essor s'est vraiment développé au Moyen-Âge avec les cuisines médiévales.
Et du coup, elle a été rapportée par les Romains qui ont eux-mêmes rapporté de la Grèce. En France, nous, on a essayé de travailler avec des filières françaises. Par contre, ça reste encore compliqué parce qu'ils ont perdu un savoir-faire, il y a eu des problèmes de maladies, le bio est pas assez développé, mais on suit de près une filière en développement dans le Roussillon. Et aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des producteurs en Sicile, en Espagne, parce que pour nous, c'est intéressant aussi de varier les terroirs, les variétés aussi, parce que chacune ont des intérêts nutritionnels. On s'aperçoit avec les terroirs qu'on peut avoir des aspects nutritionnels différents en termes de minéralité. Et j'allais dire à nos auditeurs, s'ils ont envie de se lancer dans la culture d'amandier, qu'ils n'hésitent pas, mais je me demandais combien de temps entre le moment où on va planter un amandier et le moment où on va récolter les premières amandes. Alors, c'est pas ma spécialité, mais je sais qu'on m'avait dit, du coup, c'est tout le problème, c'est qu'il faut attendre au moins 3-4 ans, en fait, pour vraiment que ça se développe et que ça s'implante. Aujourd'hui, il y a des plantations, mais il y a quand même certaines certitudes. Je sais que l'an dernier, justement, il y a eu des gelées qui ont fait que les cultures n'ont pas pu donner suite, mais du coup, c'est un travail un petit peu de longue haleine, sachant qu'en France, on a quand même perdu un petit peu cet aspect-là. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en cours, dans le bio et dans le non-bio. Voilà. Donc l'arboriculture, c'est aussi un apprentissage de la patience. Tout à fait, tout à fait. Oui. Quels sont justement les impacts environnementaux de cette culture ? Moi, j'ai plutôt une mauvaise image des monocultures en Californie. Qu'en est-il pour les cultures biologiques en Espagne, en Italie et en France aussi ? Au niveau de la culture, comme tous les arbres, enfin beaucoup d'arbres en tout cas, les amandiers nécessitent de l'eau et la pollinisation pour certaines variétés qui sont pas auto-fertiles. Aujourd'hui, l'histoire montre que si les cultures traditionnelles, la biodiversité est respectée, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on voit en effet apparaître maintenant, c'est des monocultures intensives, notamment en Californie, mais dans certaines régions en Espagne aussi, qui ont un vrai impact en fait sur les nappes phréatiques, au niveau sécheresse, et sur le déclin des colonies d'abeilles. Et ça, aujourd'hui, c'est clair que ça fait du tort à toute l'image qu'on peut avoir de l'amande. Vous vous demandez peut-être pourquoi la monoculture d'amandiers provoque le déclin des populations d'abeilles. La production d'amandes qui a explosé en Californie requiert bien un nombre toujours plus important de pollinisateurs. Un rythme que les abeilles états-uniennes ne peuvent tenir. Premièrement, l'immensité des cultures épuise les abeilles. Deuxièmement, les pesticides leur sont très néfastes, comme cela est de plus en plus documenté et médiatisé. Troisièmement, l'absence de biodiversité dans le verger ne leur garantit pas une nourriture diversifiée et de qualité. Nous, de toute façon, on travaille exclusivement avec des fournisseurs en bio, qui sont déjà sensibilisés à une démarche écologique, et on essaye vraiment de travailler avec des sociétés familiales qui ont aussi des cultures traditionnelles et qui savent que du coup c'est leur métier qui perpétue justement en respectant aussi l'environnement. Ceux qui cultivent d'ailleurs les amandiers, ils cultivent traditionnellement d'autres cultures associées ou de l'élevage ou comment ça se passe ? Alors ça, du coup, pour les terrains que j'avais vus, je sais que j'avais vu des arbres fruitiers à côté. Enfin, du coup, je parle de la Sicile parce que c'est là où j'avais vraiment été. Et on a beaucoup d'orangers ou des arbres fruitiers à côté. Et je pense que ça intervient évidemment dans cette biodiversité aussi. Ça doit être magnifique. Alors, on va parler un petit peu aussi de l'entreprise L'Amandorle où tu travailles. Quels sont les produits que tu préfères, les produits dont tu serais la plus fière peut-être ? La plus fière. En 18 ans, il y a eu pas mal de développement. Après, moi, en termes d'usage au quotidien, j'utilise beaucoup le lait d'amande en fait, qu'on a lancé en 2005, qui était pour ne pas dire le premier lait d'amande en fait sans sucre, avec amandes dégraissées au départ, donc avec une teneur aussi élevée à l'époque, une des plus élevées à l'époque en amandes. Ouais. Et donc ça c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Tu l'utilises dans quoi le lait ? Dans le thé, dans les recettes ou des choses comme ça, mais j'utilise aussi, et surtout quand je pars en déplacement ou en voyage, ou même dans la cuisine souvent, le lait d'amande instantané qui a été développé justement avec Arnaud Vanier en 99 avec le procédé breveté.
où vous étiez assez pionnier. Hein. Aujourd'hui, les boissons végétales pullulent sur le marché, mais l'amandorle, vous étiez là un petit peu... Oui, je pense que ce qui caractérise vraiment, même avant que j'arrive, du coup, il y avait vraiment une démarche de différenciation au niveau de la façon de travailler les amandes, puisqu'on travaille exclusivement de l'amande dégraissée, et c'est nous qui la fabriquons, justement pour avoir cette... En fait, en déshuilant partiellement, on concentre les protéines et les minéraux. Et c'est cette substance, en fait, qui rentre après dans les produits, qui donne tout l'aspect, la concentré nutritionnel qu'on peut avoir dans les produits. Bon, après, la notion de process, pour nous, c'est important. Parce que ça sert à rien d'avoir des ingrédients intéressants si le process derrière ne conserve pas, en fait, ses intérêts nutritionnels. Mais oui, je pense que en fait, cette démarche de travailler l'amande, qui aujourd'hui a quand même une réputation d'être un fruit sec gras, mais comme tous les fruits secs. Donc nous, en enlevant partiellement un peu d'huile, on concentre vraiment ces aspects qui sont les protéines, les minéraux et les fibres. Et ça, c'est vrai que ça donne une valeur, en tout cas à notre travail et à nos produits, qui est différente de tous les autres laits, d'accord. Et du coup, vous gardez aussi cette huile et vous vendez l'huile? Oui, on utilise cette huile, on l'utilise dans une autre gamme qu'on a développée, et on valorise cette huile en cosmétique, et justement, elle est très belle parce que nous, on presse des amandes à l'ancienne. Donc c'est pas du tout les pressages qu'on connaît aujourd'hui qui chauffent le produit, donc on est à quasiment 30 degrés, et on filtre au buvard, du coup, et on part d'amande qui est émondée complètement. Donc vraiment, on a quelque chose de très pur et de très fin en termes de qualité. Sous quelle forme consommer l'amande et à quel moment de la journée? Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent? Alors, comme on le disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend la place beaucoup dans des encas, des collations. Je pense que c'est une des façons les plus simples et les plus intéressantes de consommation. Après, on peut l'utiliser bien sûr en cuisine aussi, mais je pense que l'enca, la collation matin ou en toppise, en fait, dans les petits déjeuners, c'est intéressant. Après, pour moi, ce que je conseille, enfin ce que je fais, ce que je conseille aussi, c'est que entre l'amande émondée et non émondée, déjà l'amande non émondée, donc avec la peau, il est préférable de la faire tremper au moins 1 heure, parce que du coup, déjà, ça va attendrir la fibre, transformer ce qu'on appelle l'acide phytique en phytate, donc qui va être moins acidifiant aussi pour l'organisme, sur certains organismes. L'avantage, c'est que la peau est très très riche en antioxydants et en minéraux, donc on garde aussi l'intérêt de cette peau, et qu'en fait, on fait comme une micro-germination qui va permettre de développer, activer l'amande après au niveau de la consommation. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi pour la digestibilité. Et par contre, pour des personnes qui sont un peu plus sensibles au niveau intestinal, je recommande de consommer l'amande non émondée, qui soit un petit peu moins irritante. C'est vraiment sur des intestins très sensibles, parce qu'en fait, on a 80% de fibres insolubles et 20% de fibres solubles. D'accord. Donc les amandes, finalement, comme les légumineuses et les céréales, ce qu'on a expliqué aussi dans l'émission qu'on a faite sur ce sujet, à faire tremper, idéalement, pour se débarrasser en particulier de l'acide phytique et la rendre plus digeste. Moi d'ailleurs l'amande, comme tu dis, je la consomme beaucoup petit déjeuner, lait d'amande dans les céréales, lait d'amande dans le chai, dans le thé noir avec les épices et du lait d'amande, ou ce qu'on appelle le lait d'or avec du curcuma, une petite touche de miel, et purée d'amande et poudre d'amande dans les gâteaux, beaucoup gâteaux au citron, aux amandes, aux pavots, aux amandes. Toutes ces variations, en fait, ça permet de remplacer une partie de la farine et de l'huile ou du beurre par de la poudre d'amande, et ça donne des gâteaux vraiment délicieux et plus sains. Mais d'ailleurs, dans des cultures traditionnelles, moi je parle de l'Italie et de la Sicile que je connais mieux, mais il y a beaucoup de gâteaux qui sont sans farine mais avec de la poudre d'amande, donc c'est des usages aussi qui sont faits courants et depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer comment faire soi-même sa purée d'amande ou son lait d'amande? On mettra des liens en dessous sur le site du podcast pour l'expliquer, mais est-ce que toi tu as des astuces ou des façons de faire quand t'as pas les produits l'amandorne sous la main? Du coup, le lait d'amande, donc c'est assez simple de le faire chez soi. Il suffit de prendre en fait des amandes, de les faire tremper justement minimum 12 heures déjà, après de les rincer et de les mixer avec de l'eau, de les filtrer dans un linge et de récupérer ce jus qui va servir de lait. En général, on récupère ce qu'on appelle l'eau cara, donc parce que c'est une substance très nutritionnelle avec toutes les protéines, les fibres, etc. pour faire des gâteaux justement. Mais il faut compter à peu près 140 grammes d'amandes pour 750 ml d'eau, et on fait un lait qui... C'est des précisions de chimiste. Oui, voilà, du coup c'est pour la recette.
Et pour la purée, par contre, le plus simple, en fait, c'est de prendre les amandes, de les broyer avec un robot culinaire. Faut mouliner à peu près, faut mixer à peu près 15-20 minutes, en s'arrêtant de temps en temps pour pas chauffer à la fois l'amande et le robot. Mais du coup, et de faciliter la prise en crème avec une cuillère à soupe d'huile végétale, ou en les toastant un peu avant, ça peut aider aussi. Puis en plus, ça va donner un petit goût sympa. Et quelles sont je me demandais les propriétés du lait d'amande par rapport déjà au... Alors on dit lait d'amande, mais on devrait dire boisson végétale à base d'amande. Mais on prend la liberté de dire lait d'amande par rapport au lait animal et même par rapport aux autres laits végétaux comme l'amande, comme l'avoine ou l'épeautre ou le riz. Donc l'appellation déjà lait d'amande et lait de coco sont des appellations autorisées, réglementées, parce qu'il y a un usage traditionnel justement sur ces laits. Et en effet, sur les autres préparations boissons végétales, on n'a pas le droit. Après, ce terme est aussi plus ou moins interdit et réglementé selon les pays. En tout cas, en France, on a le droit, en Italie, on a le droit, je sais qu'en Angleterre, on n'a pas le droit. Donc pour la coco et l'amande, on peut dire lait d'amande et lait de coco. Voilà, après, il faut voir au niveau des différents pays, mais en tout cas, en France, oui, le terme lait de coco et lait d'amande sont utilisés justement pour cet usage traditionnel. Et on en parlait tout à l'heure, le lait d'amande était utilisé au Moyen-Âge en période de carême, déjà en alternative au lait animal. Puisqu'en carême, on ne consomme pas de... Voilà. Donc, Et c'est donc par rapport au lait animal, c'est aussi riche en protéines Alors, je vais parler plutôt plus digeste. Quantitativement. C'est vrai que l'amande est particulièrement intéressante au niveau protéines. Donc, on a une quantité qui est intéressante. Après, ça reste toujours une protéine végétale. Donc, par rapport à une protéine animale, il y a toujours cet équilibre à trouver avec la complémentation. Pour bénéficier de l'éventail de protéines complets dont notre corps a besoin, il est nécessaire de combiner les protéines des céréales ou des amandes avec des protéines issues de légumineuses comme le tofu, les pois chiches, les haricots ou les lentilles. C'est l'alliance millénaire proposée par la cuisine végétarienne que l'on retrouve dans de nombreuses cultures, par exemple semoule et pois chiches au Maghreb, haricots et maïs en Amérique du Sud, tofu et riz au Japon. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus digeste puisqu'on n'a pas, par rapport au lait aujourd'hui, c'est vraiment les problèmes d'allergie et d'intolérance que l'on rencontre avec le lait, soit le lactose, soit les protéines laitières, que l'on n'a pas avec le lait d'amande. Et au niveau minéral, donc les amandes, en effet, comme on le disait, sont riches au niveau minéral, notamment aussi calcium, qui est aujourd'hui ce qui est recherché quand on consomme du lait. Voilà. Très clair. Pour finir, est-ce que tu aurais peut-être 2 recettes à nous proposer à base d'amande ou de lait d'amande? J'en ai qu'une. alors, du coup... je repose la question. T'as pas une recette de galette des rois à nous donner? Non, c'est de la poudre d'amande, mais j'ai pas avec le... Mais remarque, si, dans un livre de cuisine, on a une recette avec du lait d'amande. Mais là, j'en ai qu'une, par contre. Et alors, pour finir, est-ce que tu nous partagerais une recette de cuisine à base d'amande? Alors du coup, pour faire simple, on a une recette qui sans lait, sans gluten et sans œufs sur notre site internet l'Amandorle, qui avec 3 farines, fécule de pommes de terre, farine de riz et farine de sarrasin, 100 g de farine de riz, 50 g de farine de sarrasin et 50 g de fécule de pommes de terre, à laquelle on ajoute à peu près 150 g de notre lait d'amande en poudre, justement, une cuillère à soupe de sucre et un petit peu de sel. Et ensuite, on rajoute de l'eau et en fait, juste en mélangeant les poudres au départ, tous les produits, les ingrédients secs, et en mélangeant de l'eau après, on laisse reposer 1 heure et on obtient une pâte à crêpes pour une vingtaine de crêpes. Génial. Moi, je vais partager peut-être ma recette de smoothie du matin avec 5 ingrédients que je fais en général tremper la veille d'ailleurs. Donc je mets une belle poignée d'amandes avec la peau, un petit peu de germe de blé, une banane coupée en rondelles, un petit peu de fleur d'oranger, une poignée de flocons d'avoine et je mets un peu d'eau au fond du blender et le matin, je mixe. Super. Je vais essayer. Merci beaucoup Patricia. Merci beaucoup, oui. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Patricia pour ses échanges, merci à Mathieu Briard à la technique, merci à Charlotte et Quentin, nos complices dans les coulisses. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast.
Et, une fois n'est pas coutume, nous allons vous laisser avec une citation d'Albert Camus, extraite de son texte somptueux intitulé Les Amandiers et que l'on peut trouver dans son recueil Noces. Quand j'habitais Alger, je patientais toujours dans l'hiver parce que je savais qu'en une nuit, une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des Consuls se couvriraient de fleurs blanches. Je m'émerveillais de voir ensuite cette neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la mer. Chaque année pourtant, elle persistait, juste pour préparer le fruit.